Il y a vraiment que de la merde au ciné en ce moment. Ah ouais, t'es sûr? Ah ouais. Ah si, je crois qu'il y a ce truc là, le film X. Attends, le film... Mais non, le film avec le vieil handicapé qui récolte des jeunes un petit peu spéciaux chez lui dans sa maison. Ah ouais. Ouais. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Salut Thomas. Salut Thibaut. Cette semaine, on a squatté pour vous... X-Men Apocalypse. Et oui, ce nouvel opus des X-Men porte très bien son nom, c'est une véritable apocalypse cinématographique. Mais avant d'approfondir sur les raisons de l'échec, Thibaut, est-ce que tu penses que tu peux nous parler des personnes derrière le film en moins d'une minute? Eh bien écoute, je vais essayer de relever ce défi. Je me concentre tel un professeur Xavier à moitié chauve. 3, 2, 1, c'est parti. X-Men Apocalypse, film réalisé par Bryan Singer, réalisateur surdoué qui s'est fait connaître en 95 avec le succès public et critique que je le suspecte. Les films avec des héros en collant lui sont familiers car c'est même grâce ou à cause de lui on vous les juge que l'on se tape 3 films de super-héros par an depuis 15 ans. En effet, ce cher Bryan est à l'origine des premiers cartons du genre X-Men en 2000, X-Men 2 en 2003, et délaisse la réalisation du troisième opus à ce tâcheron de Brett Ratner pour son Superman Returns au succès relatif. Il livre ensuite Valkyrie avec Tom Cruise et le très oubliable Jack le chasseur de géants. Il reprend ensuite la franchise X-Men avec Days of Future Past, avec la belle relance de Matthew Kingsman Kick-Ass Vaughn et son X-Men le commencement dont Mr. Singer assurait tout de même la production. Producteur justement, il était aussi sur la série TV culte Doctor House. Côté casting, on prend les mêmes et on recommence avec l'écossais James McAvoy dans le rôle chauve cette fois du professeur Xavier, Michael Fassbender en Magneto dont on attend fébrilement l'adaptation du succès vidéoludique Assassin's Creed. La toujours sexy Jennifer Lawrence, la nana de la saga Hunger Games, Evan Peters, le mec de la série American Horror Story, Sophie Turner alias Sansa Stark de Game of Thrones, Hugh Jackman pour la 8ème apparition et sans doute pas la dernière dans le rôle du viril mais correct Wolverine. Et enfin, dans le rôle du grand méchant Oscar Isaac que vous connaissez accessoirement en tant que Han Solo dans Star Wars 7 le réveil de la force. 59 secondes pile poil. Le talent. Tout ça c'est bien joli, mais est-ce que tu peux nous pitcher le film vu que le scénario est d'une complexité folle? Et surtout d'une grande originalité, parce qu'on retrouve encore une fois la même bande de super-héros prépubères, et encore une fois sous la houlette de l'éternel professeur Xavier, qui cette fois-ci se retrouve aux prises avec un gros méchant, un gros groom venu de l'Égypte ancienne, le fameux Apocalypse. Mais les X-Men, qu'est-ce que c'est? Les X-Men, c'est avant tout une série de comics créée dans les années 60 par Jack Kirby et le fameux Stan Lee, Qui nous fait encore son traditionnel caméo. mais la popularité de la série a explosé dans les années 90, notamment grâce aux dessins animés et aux jeux et jouets qui étaient dérivés. Et c'est d'ailleurs à la fin de ces mêmes années 90 que la Marvel, se retrouvant un petit peu sur la paille, a décidé de revendre les droits de quelques-unes de ses licences phares à des grosses majors hollywoodiennes. Notamment Spider-Man qui a atterri chez Sony. Et toute l'écurie X-Men à la Fox. C'est d'ailleurs grâce à ça que Bryan Singer a pu faire son premier film X-Men en 2000, lançant par la même occasion cette déferlante de films de super-héros qu'on subit depuis plus de 15 ans. Et sur la seule licence X-Men, on compte déjà 9 films. X-Men, X-Men 2, X-Men l'affrontement final, X-Men Origins Wolverine, Wolverine le combat de l'immortel, X-Men le commencement, X-Men Days of Future Past, Deadpool, qui fait bien partie de la continuité X-Men, et X-Men Apocalypse. 9ème film donc, mais qui arrive en 3ème position dans la prélogie reboot des nouveaux X-Men, je sais pas trop comment on doit appeler ça. Parce que ça a jamais été très clair. Je suis pas sûr que le projet a été mené d'une façon très claire par les scénaristes, et du coup on s'y perd. On sait pas s'il s'agit de nouveaux films, d'une nouvelle continuité. Non, sachant qu'en plus ils ont pris des anciens comédiens pour rejouer leurs nouveaux rôles, des rôles qui ont été joués par d'autres comédiens qui sont remplacés par d'autres, enfin on n'y comprend plus rien, c'est un bloubi-boulga, je crois que les scénaristes sont complètement paumés aussi à mon avis. Pour s'y retrouver, c'est pas très compliqué, il suffit d'oublier ce qui s'est fait avant et de prendre que les 3 derniers films. Parce que là on est dans une construction cinématographique très classique avec un film et ses 2 suites. Là où ça fait la différence avec les films Marvel du Marvel Cinematic Universe, c'est que justement on n'est pas face à un univers tentaculaire où les films s'entrecroisent. On est sur quelque chose avec une continuité temporelle. Et des constructions quand même plutôt linéaires, mais où on essaye un petit peu artificiellement de complexifier le scénario pour rendre les choses un peu plus intéressantes, sauf que c'est complètement stérile et on n'y croit pas une seule seconde. C'est complètement raté même, mais c'est pas le seul thème dans les films qui est raté, parce que à peu près tout ce qui est abordé tombe à plat. Par exemple, un des thèmes qui revient régulièrement chez les X-Men, que ce soit au cinéma ou dans les comics, c'est les problématiques sociales. Dès le départ, dans les années 60, les premières histoires racontaient déjà les problèmes de haine entre humains et mutants qui s'affrontaient. C'était clairement une allégorie des problèmes raciaux qu'il y avait aux États-Unis à cette époque-là. Tu veux dire par là que le professeur Xavier serait une sorte de Malcolm X-Men? Et ces thématiques sociales, ça fait vraiment partie de l'ADN des X-Men. Même encore aujourd'hui, ça poursuit dans les bandes dessinées où ils abordent des thèmes très actuels comme le mariage homosexuel
La thématique principale traitée dans ce film, c'est vraiment le rapport au religieux et à la Bible, avec l'antagoniste principal, donc qui est Apocalypse, qui fait clairement référence au récit biblique et les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ouais, c'est ça, l'Apocalypse selon Saint Jean, le dernier livre du Nouveau Testament, qui raconte la fin du monde, le jugement dernier, où les 4 cavaliers de l'Apocalypse vont débarquer sur Terre et juger les bons et les mauvais. Dans ce film-là, alors qu'ils auraient pu aborder ces thématiques sociales de façon hyper intéressante, vu que le contexte actuel n'a jamais été aussi tendu en termes d'extrémisme religieux, et ben non. Non, ça, c'est même pas évoqué. Alors ils essayent quand même de les placer, leurs 4 cavaliers de l'Apocalypse, on a Psylocke, Angel, Storm et puis Magneto, Ouais. mais finalement ils sont juste là pour faire ce rapprochement avec ce chapitre précis de la Bible, et puis finalement ils s'en lavent très vite les mains, et les personnages sont très très vite introduits et très très vite expédiés, C'est ça. et finalement dans le récit ils ont aucune importance, et Ouais. ça fait avancer rien du tout finalement. Même l'Apocalypse en elle-même, je veux dire, dans son sens religieux, c'est effectivement ce qu'on a dit, c'est la fin du monde, le jugement dernier. Mm. Mais dans son sens moderne, c'est un petit peu aussi l'apocalypse nucléaire. Or, le film se passe encore en pleine guerre froide, et même ça, c'est pas utilisé. Bah, ils essayent un petit peu de développer là ce côté, voilà, crise nucléaire, la Russie contre les États-Unis, mais c'est toujours pareil, c'est vraiment effleuré, il reste dans un contexte années 80, c'est juste un détail dans l'histoire, quoi. Ouais, c'est ça. Le film est jamais ancré dans son époque. Je veux dire, ça, c'est un petit peu ce qui fait la force des 2 films précédents. C'est qu'ils se passaient respectivement dans les années 60 et 70, et aussi bien en termes d'esthétique, de photographie, qu'en termes d'histoire, les films étaient clairement ancrés dans leur époque. Ouais, il y avait une sorte de patine à l'image, c'était plutôt bien foutu au niveau de la photo. Mais pas seulement de patine, les films faisaient référence à des événements historiques réels qui ancraient l'histoire dans une réalité qu'on connaît, et ça leur donnait une certaine épaisseur Ouais, qui était très ils intéressante. réécrivaient l'histoire, ce qui faisait qu'on avait vraiment quelque chose à quoi se raccrocher et que ça parlait un petit peu au plus grand nombre. Là, le film se passe en 1983. 1983, vous le savez peut-être pas, mais c'est la deuxième grande crise nucléaire entre les 2 blocs de l'Est et de l'Ouest qui a failli s'achever vraiment par une apocalypse nucléaire. Et on n'en parle même pas. Non, en fait, tous les enjeux sont uniquement centrés sur le personnage d'Apocalypse, et tout ce qu'il y a autour, ce qu'ils pouvaient ancrer dans ce réel-là et sur lequel ils auraient pu se reposer, bah ça passe complètement aux oubliettes. Le personnage d'Apocalypse en lui-même est complètement inintéressant. Je veux dire, c'est une espèce de pot pourri de tous les méchants que vous avez vu 1000 fois. Ouais, c'est cliché à mort, c'est vrai. Ouais. Complètement, il apporte absolument rien. Il a aucun intérêt, ce personnage, à part d'être le gros méchant, basique, plat, qu'on a vu 10 fois, quoi. Finalement, une des seules choses à sauver dans le film, c'est la petite scène de 3 minutes qui est consacrée à Quicksilver, où il se déplace à toute vitesse et il déplace les gens et les objets au milieu d'une explosion qui grandit au fur et à mesure. C'est un petit peu une redite de la scène qu'il y avait déjà dans le 2e, mais visuellement c'est tellement réussi par rapport à ce qu'il y a autour dans le film qu'on apprécie de cette petite respiration dans le Ouais, film. c'est vrai que ça dénote un peu avec tout le reste des effets spéciaux, même si pour ma part, je trouve que c'est vraiment surexploité. La séquence dure un petit peu trop longtemps et il y a quand même 2-3 effets dedans qui sont un peu vilains, notamment les personnages en 3D qui sont un peu visibles. Mais bon, ça reste la scène qui a marqué les esprits dans l'épisode précédent. Les mecs se sont dit, on va refaire la même, ce sera toujours déjà ça de gagner. Et malheureusement, même si ça fonctionne, pour moi, les mecs ont été un peu paresseux sur ce coup, quoi. Et à l'inverse, les scènes les plus laides du film, et là je trouve qu'ils ont été cohérents puisque la boucle est bouclée, c'est la première séquence et la dernière séquence qui sont d'une laideur incroyable. L'intro commence en Égypte antique et tout fait carton-pâte, tout fait tellement faux, les mouvements de foule, les décors, les costumes, tout est d'une laideur incroyable. Et la dernière scène lors de la bataille finale qui est soi-disant épique, on a la nana Psylocke qui débarque avec son sabre violet, ça digne d'un vieux jeu vidéo de baston des années 80. Moi j'avais l'impression de mater un Mortal Kombat et je m'attendais à voir surgir dans l'écran Christophe Lambert dans le rôle de Raiden. Et on vous parle même pas des costumes en vinyle qui reviennent encore une fois dans ce film-là. Je veux dire, ils nous les imposent de façon tellement grossière et absurde. Les héros les trouvent d'une façon tellement improbable. Ouais, à comme la un cheveu fin. sur la soupe, le truc. Complètement. Et le film s'en passait très bien jusque-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de venir nous rappeler les premières errances esthétiques des années 2000 sur les films de super-héros? C'est bon, c'était d'une lourdeur. Pour conclure, le film échoue vraiment dans tous les aspects qu'il essaie d'entreprendre, que ce soit narratif, que ce soit visuel, tout est laid, tout est raté, tout tombe à plat. Et c'est dommage parce que les 2 films précédents nous laissaient voir des choses plutôt intéressantes. Ici, ça fonctionne pas du tout, la mayonnaise prend pas. Je crois qu'il serait peut-être temps qu'on fasse une pause sur les films de super-héros. C'est pour ces raisons que je vais donner au film la note de 1,5 pyramide sur 5. Le film en vaut vraiment pas la peine. Je donne un demi-point bonus pour la scène de Quicksilver, qui sera vraiment tout ce que je retiendrai de ce film. Pour moi, on a affaire à un nanar qui fleure bon les années 80, à juste titre ou pas. Scénario inexistant et personnage d'une platitude consternante, c'est pour ça que je lui donne la note de 1 Pac-Man sur 5. Et voilà ce qu'on avait à vous dire sur le film. N'hésitez pas à nous donner votre avis en laissant un commentaire en dessous.
à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que liker la page Facebook. Et n'oubliez pas, les films, c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao!